Les amis, sans borne avec, ce soir totalement inédit, parce que c'est Noël, parce que c'est la fin de l'année. Et parce qu'il fait nuit à 17h aussi. Il fait nuit à 17h, mais c'est la première fois de nuit. C'est pour vous, pour profiter effectivement de toute l'ambiance des fêtes de fin d'année. Et on a un sacré invité. On a François Alain avec nous. François Alain, Vintage Mécanique. Ouais. La plus grande émission. La rumeur dirait que c'est la plus grande audience du milieu auto avec les replays en cumulé. François Alain, le plus regardé de tous les journalistes télévision en fait. C'est ça, paraît qu'en c'est cumulé. vrai, c'est un cadeau. N'exagérons rien. Oh, bah, quand même. Hein. Pas déconner. Merci d'être avec nous. Bon, C'est une sacrée soirée. comme aurait dit Jean-Pierre Foucault, c'est une sacrée soirée. Et t'as mis ton super blouson qui est si rare. Ouais, alors il y a plusieurs choses. D'abord, on est Fuck. devant le tombeau de l'empereur. Donc il faut quand même... Ici, on est dans un endroit purement historique, très parisien, mais très important dans l'histoire de France. Et ça, c'est totalement autre chose. Mais effectivement, j'ai la chance d'avoir un blouson que j'aime beaucoup. Et si ça vous embête pas, on va peut-être se mettre au chaud pour qu'on en parle. Allez, vite. Volkswagen Combi. Alors, bah oui, évidemment. Et Ça t'évoque quoi? Tu vois, la question, Écoute, elle est incontournable. moi, le combi, c'est évidemment, c'est comme beaucoup de gens de ma génération, c'est aussi toute mon enfance. Parce que c'est un véhicule qui a une histoire tellement longue que ça touche à la fois la génération de mes parents, limite de mes grands-parents, la mienne, un peu celle de mes enfants aujourd'hui parce que c'est très revival. Et je reconnais que l'idée Buzz, bah, il a un truc qui est plaisant. Il a parce dit que, comme ça. ouais, non, je suis d'accord. Je ne suis pas toujours fan des voitures actuelles, tout le monde le sait, mais je reconnais que celui-là, il a de la gueule. C'est Merci, vrai. tu nous touches beaucoup. Et on monte, on va... Ouais, on- ouais, on- allez, ouais, vas-y, ouais, vas-y, ouais, un petit peu de ouais, voix, on y va. avant qu'on attrape Allez. tous la crève. En route les amis. Tu vois, même à l'intérieur. C'est clair. Et puis alors le truc génial, c'est contrairement à des voitures très anciennes, on va mettre hors ligne, là, hop, et tu vas voir, on a normalement, ici, on a les sièges chauffants, mon petit gars. Ah ouais. Tu vois. Alors ça, je reconnais. C'est bien quand même, Oh, hein, mais- tu vois. Ouais, et enfin, moi je les ai pas à l'arrière. Voilà. Allez, hop, alors, hyper facile, ça y est, on est ready, t'as le petit, comme un ordinateur, et on roule. Non mais si tu veux, pour commencer tout de suite et évacuer tout de suite le problème de l'électrique, Ouais. moi je suis quelqu'un de très clair. Évidemment, je suis amoureux des voitures anciennes, évidemment, je suis amoureux du thermique, évidemment, je suis amoureux de l'odeur de l'essence, de la sonorité des échappements, etc. Mais il faut aussi être intelligent, c'est-à-dire que je ne suis pas buté contre l'électrique, je dis simplement, et c'est pas la première fois, que l'électrique est une solution parmi d'autres. Fin de la parenthèse. Voilà, mais tu sais, je voulais pas polémiquer. Et puis surtout, on a une habitude, c'est de raconter, de démarrer par l'enfance évidemment, Ah. de nos invités. Et alors là, Oh là, on l'a appris en prenant un thé. oh là. On est dans ton quartier, on est chez toi. Oui, j'ai eu la chance de passer mon enfance dans ce quartier qui est un quartier magnifique et surtout historique. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été un fan d'histoire au sens large. C'est-à-dire que j'ai été passionné par l'histoire de France. Quand j'étais petit, je voulais devenir prof d'histoire, hein, clairement. Hein. C'est rigolo ça. Donc il y a des liens, c'est le côté vintage, le côté attachement à un patrimoine, à une histoire, à raconter des histoires, à comprendre les histoires des gens qui ont fait qu'aujourd'hui on en est là où on est dans tel ou tel domaine. Pour moi, il y a une certaine logique et j'avoue très honnêtement que avoir eu la chance de grandir dans un quartier où il y avait l'école militaire d'un côté, les Invalides de l'autre, le Palais Bourbon pas bien loin, bah évidemment on est Des acteurs, des ministres. Mais bien sûr. T'avais Simone Veil tout près. enfin, Alors Simone Veil habitait l'immeuble en face de chez mes parents, donc c'est une dame que j'ai évidemment rencontrée plein de fois quand j'étais petit, quand je partais à l'école le matin. Et évidemment, comment ne pas avoir du respect pour une femme comme ça, qui a eu une histoire personnelle évidemment que tout le monde connaît, qui a été aussi compliquée au sein de son propre camp politique. Voilà, c'est des trucs qui sont formateurs et c'est important de... Voilà, moi je suis quelqu'un, je crois, de respectueux vis-à-vis des anciens et vis-à-vis des gens qui ont fait progresser la société. Et là, on n'est même plus dans un débat droite-gauche. Je pense qu'il y a des gens de droite comme de gauche, évidemment, qui ont été des gens qui ont fait progresser notre société. Et l'histoire, évidemment, quand tu habites devant le tombeau de l'empereur, alors bien sûr, le tombeau de l'empereur, c'est un lieu historique. Que tu apprécies ou pas l'époque napoléonienne, je comprends, enfin j'accepte les gens qui considèrent que Napoléon est un boucher, mais je veux dire, c'est pas, on peut pas parler comme ça. Non, mais on peut pas parler comme ça, tu vois ce que je veux dire. En étant C'est pondéré, que- il a le code civil et tout ça. Mais bien C'est- sûr, ça n'est je pas veux qu'un dire, dictateur. on peut pas. Il faut quand on parle et ça c'est général. Quand on parle d'un événement ou d'une époque,
c'est facile de juger 100 ans, 200 ans, 300 ans après. Oui, avec Mais les il faut valeurs se qui remettre, sont voilà, il faut apparues, se ouais. remettre dans le contexte de l'époque. Et donc, si tu remets dans le contexte de l'époque avec un petit peu de recul, un petit peu de sérieux, il y a des tas de choses qui ne sont pas entendables, audibles. Voilà, Napoléon, bien sûr qu'il y a eu des morts, bien sûr, mais voilà, c'est un personnage qui a construit bien ou mal, qui a construit l'Europe aussi. Voilà. Donc c'est vrai que quand tu es petit... Et puis le Code civil, il a survécu, parce que le Code Bien civil, sûr. il régit toujours les Bien rapports sûr, bien entre sûr. êtres humains en Non, mais France heureusement, aujourd'hui. dans l'époque napoléonienne, comme dans toutes les époques politiques et historiques, il y a du bien et il y a du moins bien. Bon, et donc on atterrit ensuite sur le côté, moi quand j'étais petit, bah oui, bien sûr, ça m'a passionné. J'ai été intéressé par l'histoire contemporaine, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, le XXe siècle. Et c'est vrai que quand il y a des séries, et notamment des séries assez remarquables ces dernières années à la télé sur, je sais pas, Versailles, Marie-Antoinette, etc., bah, en général, je suis très bon client. Parce que j'adore ça, je trouve ça hyper intéressant. Alors on est deux. Parce que Voilà, non, tu vois, non, mais bien sûr. C'est non, clair. mais c'est vrai. C'est clair. Je pense que c'est très important de savoir où on est, d'où on vient, où on va. Et tu vois, les Invalides, moi j'ai passé toute mon enfance quand j'étais petit. Il y avait une association des amis du musée de l'armée et même une section jeunes amis du musée de l'armée où je suis entré très jeune. Et dans ce bâtiment, il y avait des trucs extraordinaires. Il y a des collections extraordinaires qui racontent l'histoire depuis toujours. Mais François, alors quand est-ce que tu aimes l'automobile ? Si tu te passionnes je ne d'abord sais pour pas. l'histoire. Je ne sais pas parce que en fait le problème que j'ai moi, c'est que je n'ai pas d'antécédent marquant familial. C'est-à-dire que mon papa était un automobiliste lambda tout à fait classique. C'était pas un passionné d'automobile. J'ai personne dans ma famille, à part effectivement un cousin que les gens de l'automobile connaissent, qui est décédé il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Roger Briou, qui était le rédacteur en chef de la revue Technique Automobile, qui était un cousin parce que sa femme était une cousine de ma grand-mère. Mais donc je suis allé quelques fois chez lui en culotte courte, et évidemment il avait... T'as probablement quelques souvenirs. Oui, mais il est évident que tu as forcément des souvenirs d'enfance qui te marquent et qui t'imprègnent. Donc forcément quand je suis allé chez Roger, quand j'étais petit et que j'étais en culotte courte dans sa corde ou dans sa Darmon ou dans des voitures comme ça, oui bien sûr qu'évidemment ça te marque, tu te dis voilà, il avait une Hotchkiss Grégoire dédicacée par Grégoire himself, voilà. C'est des trucs qui te marquent quand t'es môme. Il avait une Harley Davidson Electra Glide, donc je me suis mis dessus. Je me suis pris pour Elvis Presley quand j'avais 6 ans. C'est normal. C'est Tu vas voir, logique. Non, mais tu là, sais pas d'où ça devient, tu vas voir qu'il reste avec nous, tu vas trouver. Ah, je savais pas que vous faisiez psy, les gars. C'est pas Alors, mal. assis-toi, t'inquiète Bon, pas. alors, on va mettre en position on va divan, discuter. si Et vous on voulez. prend quelques honoraires à la fin, ce qui est normal en d'accord, Espagne. ok, Donc, ok. mais non, ce que je voulais dire, c'est que, attends, ton goût pour le vintage, il vient de là aussi. quand Alors, même. Tu vois, ouais. parce que c'est des Et voitures bien déjà sûr. anciennes, même à son époque. Bien sûr. Bah, si tu moi alors je suis plus parisien depuis maintenant presque une trentaine d'années, mais quand tu as passé les 25 premières années de ta vie dans Paris, Paris c'est un musée. Paris est une ville musée. Là, en plus, je suis très honoré, les garçons, que nous fassions génial. le premier 100 bornes by night. Oui. Et moi, ça me fait particulièrement plaisir. C'est pour ça que je me suis permis de vous le proposer. Parce que Paris la nuit, c'est pas la même chose que Paris le jour. C'est vrai. Donc voilà, je suis très heureux d'être votre premier passager by night dans Paris, qui est une ville que j'aime profondément. Je n'y habite plus, moi, depuis 30 ans, malheureusement, pour des raisons notamment économiques, évidemment. Puis j'avoue que je suis très heureux en banlieue, pour d'autres raisons, parce que j'ai de l'espace. Et quand on collectionne les voitures anciennes, c'est sûr que dans Paris, c'est compliqué. Mais tu vois, merci de nous offrir ça. C'est un cadeau. Et on l'offre, tu vois, à tous Mais ceux voilà, qui nous enfin, regardent. tu vois, tu arrives au pont Alexandre III. Rien que les lustres de ce pont sont magiques, ils sont magnifiques. Moi, il y a deux séries de lustres dans Paris qui me... Et ça, c'est des souvenirs d'enfance et je ne sais pas expliquer pourquoi. Les lustres du pont Alexandre III et les lustres des portes d'ouverture du parc Monceau sont des lustres de l'époque, je pense, Napoléon III, grosso modo. Je trouve que c'est magnifique. Voilà. Non, mais t'as rien à toucher, c'est magique. Il faut voilà. les préserver, il faut Voilà. que ça traverse les siècles et les siècles. Alors C'est un évidemment, il y a la séquence dans Rabbi Jacob où De Funès arrive avec sa déesse et la garde républicaine derrière. Ça aussi, ça m'a marqué. Moi, j'avais 6 ans quand Rabbi Jacob est sorti. Donc ma grand-mère m'a emmené le voir au cinéma. Et évidemment, c'est un film qui m'a marqué parce que j'ai aussi une passion pour le cinéma et la musique, qui sont les deux autres trucs qui me font vibrer. Et j'ai eu la chance, quand j'étais étudiant en école de cinéma, d'un jour d'avoir Gérard Horry au téléphone, et j'ai cru que c'était une blague. Donc, ouais.
Voilà, et ça c'est un souvenir pour moi extraordinaire parce que voilà, pour moi c'est un personnage qui lui aussi est important dans la culture nationale. C'est-à-dire qu'il a un côté, la culture populaire est très importante et le divertissement, ça recoupe plusieurs trucs, mais le divertissement, et moi je fais aujourd'hui du divertissement sur RMC Découverte et je le revendique, le divertissement est fondamental pour le bien-être des gens, pour l'épanouissement des gens, pour l'ambiance. Il y a tellement de sujets sérieux et pas drôles qu'il faut de temps en temps savoir rigoler. Et pour moi, Gérard Houry était un des maîtres. Ça a été un acteur de... Ça n'a pas été un grand acteur, mais quand il est passé ensuite en tant que réal, mais il a fait des choses extraordinaires. La Folie des Grandeurs, d'après Ruy Blas, il y a tout. La Folie des Grandeurs, pour moi, c'est marrant, c'est pas le film le plus connu de Gérard Houry, mais moi, si tu veux, c'est un aspirine. C'est-à-dire que je rentre chez moi, je suis fatigué, etc. Je mets un bout de La Folie des Grandeurs. Et tu vas mieux. J'ai pas besoin d'aller chez le pharmacien, si tu veux. Et ton mal de tête, ça Ah, mais disparaît. c'est terminé. Je veux dire, je pisse de rire. Et je l'ai vu 50 fois, tu vois. Voilà, et on est pareil, on est dans le vintage parce qu'on est sur un film en costume, etc. Mais complètement. Voilà, tu vois, et il y a un côté... Alors, je ne suis pas passéiste, parce qu'il y a aussi des gens, et ça je le regrette, des gens qui sont dans le discours, avant c'était mieux, aujourd'hui tout est moche, tout est nul. Non, je ne suis pas dans ce discours-là. Je pense que chaque période a ses avantages et ses inconvénients. Et aujourd'hui, il y a des choses formidables dans la vie de tous les jours, notamment des outils de communication, des outils pratiques qui sont formidables. Mais voilà, mais c'est vrai que j'adore. Voilà, tu vois, je te l'offre. On arrive. Voilà. Qu'est-ce que tu veux Merci, dire parce que si tu veux, alors ça fait très prétentieux quand les Non, Français mais disent c'est la plus Noël belle et le avenue. jour de Voilà. l'an. C'est la plus belle avenue du monde. Mais je suis désolé, j'ai pas visité le monde entier, mais j'ai quand même visité quelques endroits. C'est peut-être ça pas, le fait. Enfin, je pense que c'est une des plus belles avenues du monde. Je veux dire, il n'y a pas à tortiller, c'est clair. Voilà, c'est magique. François, adolescent, Ouais. la voiture rentre dans ta vie ou pas? Tu vois, ou Alors, j'avais pas de tu dis je veux poster. absolument le permis. J'avais pas de poster de Ferrari dans ma chambre, si ta question est celle-là. Pour être très clair, en fait, moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé les autos et les motos parce que pour moi, c'était un outil de liberté individuelle. Et je regrette qu'aujourd'hui, les jeunes générations ne comprennent plus ça et que pour eux, bon, c'est une notion Alors, vague. est-ce que ça n'est pas, j'allais dire, franco-français, voire parisiano-parisien, cette notion de je ne veux plus accéder à la voiture? Alors oui, On va j'ai pas ouvrir eu un peur que gigantesque débat, tu vois. oui, bien sûr. Je pense que c'est urbain notamment, parce que de toute manière, faut être clair. Je veux dire, aujourd'hui, la voiture, c'est un outil. Ça peut être un outil de plaisir, mais c'est surtout un outil utilitaire. C'est un moyen de C'est déplacement. un outil utilitaire. Il y a des tas d'endroits en France et partout où si t'as pas de bagnole, c'est cuit, comment t'es tu mort, fais tu peux rien faire. Donc c'est utile. Et même quand t'es jeune, tu vis dans Surtout quand t'es jeune d'ailleurs. Sinon, tu restes dans ton salon. Enfin, c'est C'est ça, c'est que moi je fais partie de cette génération où je comptais les jours pour avoir 18 ans, si tu Ah veux. ouais. Non pas pour avoir la carte d'électeur, qui est aussi un élément important. Et j'étais très fier de pouvoir aller voter, évidemment, et je n'ai jamais loupé une élection. J'ai souvent voté blanc, je ne le cache pas. Mais je trouve qu'aller voter blanc et ne pas voter, ça n'est pas du marrant, tout la même démarche. on parle un peu de politique. Oui, non, mais rigolo. de Là, c'est la politique, moi, je suis première quelqu'un fois de où, très, je suis de quelqu'un de manière très générale, ouvert. mais ouais, Je veux c'est dire, marrant. j'ai des copains à gauche, j'ai des copains à droite, je suis quelqu'un de très ouvert. Mais voilà, et donc c'est un exemple parmi d'autres. Mais donc je comptais les jours pour avoir 18 ans. Et dès que j'ai eu 18 ans, j'ai passé le permis voiture. J'avais déjà le code avant d'avoir 18 ans. Et j'ai passé le permis moto dans la foulée. Pour moi, c'était évident. Et ma première moto, c'était une XT500, je m'en souviens très bien. Je vois très bien, c'est Voilà. super une XT500. Et que j'ai revendu parce qu'il a fallu que j'achète autre chose. Et Et aujourd'hui, ça marchait bien, une XT500. c'était une super moto, la XT500. Et Maintenant, c'est une sorte de collector. Ah bah non c'est un collector la XT500. D'ailleurs j'aimerais bien un jour faire, je fais un appel à mon producteur chéri, j'aimerais bien un jour faire un épisode de Vintage Mécanique sur la XT500, donc sois cool, laisse-moi le faire. Si Voilà. Media One nous écoute, on les embrasse chaleureusement. Hein. Non mais c'est vrai, ce serait cool. Moi, c'est un bon souvenir. Non mais ça fait partie des motos qui sont à mon avis mythiques. Ouais. Et tu arrives au journalisme comment? Alors en fait c'est arrivé par accident. C'est-à-dire qu'au départ, moi quand j'ai
quand j'ai fini, enfin quand j'étais au lycée, etc., que je me suis dit qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand. Enfin grand, oui, bon bref. Je me suis... Non, en fait ce qui me plaisait... Mais on comprend tous, on a tous les mêmes expressions. On comprend Je bien. voulais faire de la production de cinéma. Et parce que j'ai toujours rigolo. été fan de cinéma, passionné par ça, Plein de etc. passions, etc. ouais. Et donc je voulais faire du cinéma et j'avais effectivement j'avais préparé une école qui s'appelle, je crois que ça existe toujours, qui s'appelait la FEMIS. Oui, qui est une grande école de Une cinéma. grande école de cinéma. Le problème de la FEMIS, si tu veux, c'est que il y avait, moi, l'année où je l'ai passé, je crois qu'il y avait 1200 candidats, il y avait 42 places. Donc évidemment, mathématiquement, si tu veux, il y avait forcément 1158 mecs déçus. 1000 mecs à empoisonner le jour de l'examen, ça fait beaucoup. Hein. Ça J'ai faisait beaucoup. l'impression qu'il nous prépare à nous dire qu'il n'a pas été pris. Hein. Donc je n'ai pas été pris. C'était pas Voilà. possible. Hein. Et puis, bon, il se trouve que coïncidence a fait que j'ai eu une grosse peine de cœur au même moment Ah ouais, avec donc, ma petite copine de l'époque. Bon bref, donc j'ai tout... Ça arrive. Voilà, ça arrive, donc j'ai tout plaqué. Et à l'époque, en fait, je venais de créer un club de voitures anciennes, parce que c'est vrai que j'étais déjà branché par T'avais ça. créé un club de voitures. Et voilà, j'avais créé un club de voitures anciennes, parce qu'il faut dire que j'avais donc passé mon permis. Mais t'avais quoi? T'avais 20 ans? Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, T'aimais quand même bien les voitures. oui, non, parce que quand, voilà, parce que je Le reprends le fil pauvre, de l'histoire. on le coupe. En fait, quand je vous ai expliqué que j'ai acheté une moto, mais j'ai acheté aussi une voiture. Bon, sauf que moi, j'ai passé mon permis en 85, si ma mémoire est bonne, et en 85, c'est la pleine époque des 205 GTI. Sauf qu'évidemment, quand tu es étudiant, que la 205 GTI vient de sortir, tu as évidemment l'envie d'en acheter une, mais le seul problème, c'est que tu n'as pas le pognon pour te la payer. Bon, donc... Comment faire? Comment faire? Voilà. Donc, j'aurais pu faire, c'est comme dans la pub, tu sais... Tu vois, les gens adorent notre avis. Voilà. Vas-y, nous. Et donc, le dilemme, c'est qu'est-ce que j'achète? À l'époque, il y avait des 104 ou des R5 d'occasion, mais bon, je me dis, bon, je sais pas. Et là, je me dis, en fait, moi, j'ai toujours aimé les voitures qui ont un petit look, donc je vais peut-être acheter une voiture carrément plus ancienne, que je vais acheter pour pas très cher, Mais chouette. mais qui sera chouette et qui n'étant déjà presque plus une voiture d'occasion, elle aura un côté décalé. En fait, quand j'y pense, c'était une Youngtimer de l'époque. Et donc, en 85, j'achète une voiture sortie 20 ans plus tôt, enfin presque 20 ans Ah plus oui, tôt. carrément. Et t'achètes quoi alors? Alors, j'achète une Peugeot 204 coupée, Super joli. qui est une auto très jolie, que j'adore. Et je ne savais pas d'ailleurs que quelques années plus tard, je rencontrerais son concepteur qui habitait, parce qu'il est décédé il y a plus de 20 ans, mais il habitait en bas de l'avenue, là. Tu vois, comme quoi le hasard, on est en haut de l'avenue où il habitait. Et Tu vois, Peugeot, c'était avenue de et la Grande Armée. Peugeot, c'était Ouais, là-bas, le avenue siège de la social Grande était Armée. là-bas. Donc, tu vois, Ouais. comme quoi le hasard. Et bon, les bref. signes ce Il y soir. a des c'est signes fou. ce soir, je vous Ouais, dis, il y a des ouais, signes. ouais. Si vous voulez jouer au loto, les gars, c'est ce soir. On va s'arrêter. Le premier tabac, Kelly, on joue tous les trois. Et vas-y, bref. ouais. Donc j'achète 204. cette voiture. Et alors tu vois, il y a toujours des coïncidences dans la vie. Parce que je trouvais que la 204, c'était une petite voiture qui était finalement moderne. C'était déjà moteur alliage, transversal, frein à disque à l'avant. Enfin bon. Donc c'était une moto moderne, mais qui était déjà avec un look ancien. Parce que en 85, une 204 coupée, c'était une voiture sortie presque 20 ans plus tôt. C'était déjà... c'était un Youngtimer de l'époque. C'est exactement ça en fait. Elle était quelle couleur? Elle était blanche, intérieur rouge, enfin rouge et noir, et je l'ai achetée dans la vie de l'auto, sans savoir qu'en plus je deviendrais journaliste pour la vie de l'auto quelques années plus tard. Et je me souviens, je suis allé la chercher du côté de Montfort-l'Amaury, et je l'ai achetée 2500 francs, puisqu'à l'époque nous étions en francs. Donc si tu mets en euros d'aujourd'hui, ça fait quelques centaines d'euros. Bref. Et aujourd'hui, c'est devenu une voiture recherchée. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'un beau coupé 204, c'est facilement 10 000 euros. Et c'est justifié, c'est une voiture qui mérite au moins ça. Bon bref. Et donc ça a commencé comme ça. Donc je me disais, voilà, une voiture sympa avec un look rigolo, un peu décalé, ça va plus attirer les nanas qu'une R5 d'occasion, etc. Bon bref. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis je me dis, c'est vrai que cette voiture est chouette. Et puis je vois qu'elle existe en cabriolet. Je dis, oh, c'est bien, un cabriolet. Bon, donc je bosse un peu, je fais des petits boulots d'étudiant pour gagner un peu des sous. Et puis quelques mois après, j'achète le... Non, je ne revends pas. J'achète le cabriolet. Tu gardes les deux? Oui. À l'époque, j'étais à la fac de Malakoff, donc je faisais des études de... Je faisais un DUG parce que pour passer l'école de cinéma, il fallait un bac plus 2. Un bac plus 2 de n'importe quoi, mais un bac plus 2. Donc tu t'es dit, il me faut le Doug. Donc voilà. Donc c'était bien parce que du coup, j'étais à la fac de sciences humaines de Malakoff, où il y avait
97% de filles et 3% de garçons. Ce qui n'était pas pour me déplaire, je l'avoue. Qui était la principale raison de mon choix. Donc j'étais dans certains TD, on était 50, j'étais le seul mec. Moi, j'ai adoré cette époque. C'est marrant comme. T'as rendu des services. J'ai trouvé ça formidable. Je peux déposer quelqu'un. Et là où j'avais fait fort, c'est que j'ai loué un box à côté de la fac. Et donc ce que je faisais, c'est que la semaine... Ah, carrément. Mais oui. La semaine, je roulais en coupé. Le vendredi, après le dernier cours, j'allais garer le coupé dans le box où était garé le cabriolet. Je sortais le cabriolet, je passais le week-end avec le cabriolet. Et le dimanche soir, je rentrais le cabriolet pour ressortir le coupé. Mais la vie géniale d'étudiant, en fait. Tu vois ? C'était canon. À l'époque, chez mes parents à Paris, le stationnement était gratuit. Je précise ce petit détail parce qu'aujourd'hui... Ah bah aujourd'hui, ouais, ce serait, ça te coûte bon. un fric. Un Donc voilà, donc ça a démarré comme ça. Et en fait, du coup, j'ai trouvé cette voiture géniale et j'ai monté le club des coupés. Au départ, c'était un club de coupés et de cabriolets Peugeot 204 et 304. Et puis, c'est un club qui a duré plus d'un quart de siècle. Et en fait, bah, évidemment, j'étais lecteur d'auto-rétro, rétroviseur, la vie de l'auto, machin, etc. Et puis un beau jour, je rencontre l'équipe des gars d'Auto-Rétro qui sont vraiment des gens pour qui j'ai une tendresse parce que plusieurs malheureusement ne sont plus là aujourd'hui. Et puis je me mets à piger, à commencer à écrire, à gratter pour eux, etc. Et puis ça démarre comme ça. Et puis comme ça tombe effectivement au moment où je rate le concours de la Fémis, dès que j'ai raté 2 fois d'ailleurs. Petit souci sentimental, voilà. Donc je me dis, je plaque tout et je deviens journaliste automobile. Et puis ça se fait comme ça. Je commence à bosser donc à peu près je crois que j'ai bossé pour pratiquement, à 1 ou 2 exceptions près, j'ai dû bosser pour tous les canards de presse écrite spécialisés. Incroyable. À un moment donné, je rencontre la future mère de mes enfants. Là, je me dis, il va falloir que tu deviennes un peu sérieux. Donc, je me mets à bosser pour un canard généraliste qui s'appelle l'Autojournal. T'avais quel âge à cette époque-là? Donc, quand je rentre à l'Autojournal, j'avais pas 30 ans, j'avais 28 ans, 27 ans. Pour avoir un chèque à la fin du mois de façon fixe et non plus le problème éternel des pigistes. C'est la vie d'indépendant. Voilà. C'est-à-dire que ta trésorerie, elle peut jouer au yo-yo. Ouais. Et puis ensuite, tout s'enchaîne. C'est-à-dire qu'ensuite, en 98, je croise Dominique Chapat sur un salon. Je lui laisse ma carte en me disant des cartes, on doit lui en laisser 15 par jour, donc il ne me rappellera jamais. Et 15 jours plus tard, Dominique me rappelle. Il me dit salut François, j'ai gardé ta carte, tu fais quoi, l'Autojournal, machin, donc je lui explique ce que je fais. Il me dit écoute, viens me voir, on va discuter de tout ça. Je viens le voir et quand je suis ressorti de son bureau, j'étais embauché pour bosser pour une petite émission qui s'appelait Warning, qui était le petit module accolé à Turbo. Voilà. Donc j'ai fait 2 ans de Warning. Ouais, j'ai connu moi aussi. Ouais. Voilà. Et au bout de 2 ans, on s'est engueulé pour un truc débile. Bon bref. Donc je suis parti, je suis allé bosser pour d'autres chaînes de télé, donc j'ai passé plusieurs années sur AB Moteur, sur Direct 8, sur W9, etc. Et en 2008, Dominique me rappelle, il me dit écoute voilà, parce que évidemment on se croisait comme avec toi sur les essais presse, etc. Et j'avais gardé de bonnes relations avec lui. Bon, j'étais un peu vexé d'avoir... Dominique, je te le dis maintenant, voilà, j'ai été un peu vexé de me faire sortir de Turbo pour une raison que j'ai estimée profondément injuste. Mais le gros avantage, j'ai plein de défauts, je crois, une petite qualité, je ne suis pas trop rancunier. Bon. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Parce que la rancune, mais ça sert à rien. Elle ne produit pas grand-chose. Ça ne produit pas grand-chose, à part de l'aigreur, ça ne produit pas grand-chose. Et donc j'avais gardé des relations avec Dominique, on se voyait de temps en temps avec l'équipe de Turbo, j'ai aussi beaucoup de gens que j'aime beaucoup. T'étais resté combien de temps sur Warning? Sur Warning, 2 ans, 2 Okay. saisons. Et puis Dominique finit par m'appeler en 2008 ou 2009, je sais plus. Et il me dit écoute voilà, Turbo va changer de format, on passe d'une demi-heure à 1 heure, donc il faut que je renforce mon équipe et j'ai envie de renforcer mon équipe avec des gens que je connais et en qui j'ai confiance et que j'apprécie. Sympa, c'est un beau compliment. C'est une façon de de reprendre la camaraderie. Voilà, donc là je me dis alors, dans ces conditions, ok, bingo, j'arrive tout de suite. Et puis ça s'est fait comme ça et j'ai donc fait, j'ai bossé pas mal pour Turbo, donc à la fin des années 2010,
avec des tas de trucs. J'ai fait des rubriques occasions, enfin j'ai fait plein de choses. En fait, si tu veux, moi dans Mais l'automobile, des voitures anciennes. T'étais déjà dans les voitures anciennes ou plutôt oui, dans parce les que voitures... je continue à piger un peu pour les magazines de presse écrite. Et puis entre-temps, j'avais aussi écrit des bouquins. C'est-à-dire que j'ai écrit quand même pas mal de bouquins pour ETAI, Ouest France, etc. ETAI où évidemment, surtout quand je suis rentré chez ETAI, j'ai surtout fermé ma bouche. J'ai surtout pas dit que j'étais le cousin de l'ex-patron des rédactions, etc. Parce que je voulais surtout pas avoir du piston ou être considéré comme pistonné. Donc j'avais fermé ma bouche, je l'ai dit à personne. Et en fait, j'ai dit quand je me suis barré 10 ans plus tard. Et à propos, tiens, je vous ai jamais dit. En fait, je suis le cousin du mec qui a créé la boîte, mais je ne l'ai pas dit pour pas qu'on puisse m'accuser de machin. Bon. Bref. Et donc j'ai écrit tous ces bouquins. Mais pour moi, les bouquins, c'est le même métier que le journalisme. C'est-à-dire que écrire un article ou écrire un bouquin, c'est le même métier, sauf qu'un bouquin, c'est évidemment beaucoup plus gros qu'un article. C'est une sorte de compilation de 15 articles. Donc voilà. Mais pour moi, c'est le même métier, même si bizarrement, des tas de gens considèrent que journaliste et écrivain, si, pour moi, c'est la même chose. Mais est-ce que tu faisais les deux en parallèle ou tu as donné une période au bouquin pendant 2 mois je sors plus Non, je faisais les deux en parallèle. Je faisais les deux en parallèle, et même les 3 en parallèle, puisque je faisais donc de la télé en même temps. Et donc ça a duré pas mal d'années. Et puis en 2015, j'apprends qu'il y a une émission consacrée aux voitures anciennes en cours de constitution. Bon. Donc évidemment, voilà. Et en fait, il y en avait 2. C'est-à-dire qu'en fait, RMC Découverte était en plein développement de la partie émission automobile, mais création française, parce que jusque-là, ils achetaient des programmes étrangers qui rediffusaient. Et puis dès qu'ils ont pu financièrement créer des programmes, ils ont créé des programmes. Et en fait, donc, il y a 2 émissions en cours de création qui allaient devenir Wheeler Dealer France et le futur Vintage Mécanique. Qui s'appelait pas Vintage Mécanique. Qui ne s'appelait pas Vintage Mécanique, parce que quand il y a ce genre de programme qui se crée, au départ le nom parfois n'existe pas encore, et puis quand on fait des castings, on ne sait pas pour qui on va bosser. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas forcément, si tu veux, c'est l'émission qui va s'appeler comme ça pour telle chaîne. Donc, oui, c'est souvent un peu un mystère. Voilà, je ne savais pas pour quelle chaîne c'était. Parfois, pour ceux qui participent à ces castings, n'est pas très confortable. Non. Et en fait, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'ai passé le casting donc pour les 2 d'ailleurs. Mais en fait, j'ai eu un choix à faire. Tu étais prêt aux 2 ? Non, pour Wheeler Dealer, je sais pas du tout. J'ai passé le casting, mais en fait, comme j'ai passé aussi le casting pour ce qu'allait devenir Vintage, et qu'à un moment donné, mon futur producteur m'appelle et me dit, écoute, voilà, on a fait pas mal de castes. En fait, on voudrait que ce soit toi. Est-ce que t'es partant ? Donc j'ai réfléchi toute la nuit. Me dit bon, est-ce que j'y vais pas, etc. Et le lendemain matin, je suis allé le voir. Je lui dis c'est pour qui ? Il dit bon, je peux te dire qu'en fait c'est pour. Ah, tu savais toujours. Ah non, je ne savais pas pour quelle chaîne c'était. Ah ouais, c'est dingue. Et il me dit bon, c'est pour RMC Découverte. C'est dingue jusqu'à ce point-là, ok. Et là, je lui dis alors si c'est pour RMC Découverte, bingo. La chaîne avait 3 ans d'existence et j'étais déjà client de la chaîne en tant que spectateur, parce qu'évidemment RMC Découverte c'était la chaîne de l'histoire, des documentaires sur les transports, le TGV, l'aviation. Il y avait beaucoup de docs, bien sûr. Et moi, des docs de qualité. Vachement bien. Ouais, et quand Christophe, c'est un vrai pari, parce que c'est loin d'être ce que je t'aime. Ouais. Quand Christophe, mon producteur, m'a dit écoute, c'est pour RMC, je dis putain, si c'est pour RMC, bingo, on y va tout de suite. Et en fait, d'ailleurs, les 2 émissions étaient pour RMC, mais je ne le savais pas. Et donc j'ai dit oui tout de suite, et sincèrement 7 ans plus tard je suis très heureux parce que c'est une chaîne qui s'est beaucoup développée et qui correspond exactement à ce que j'aime. Donc voilà, je peux pas dire mieux. Pour tourner Vintage Mécanique, tu vois, par saison, de manière totalement concrète, comment ça se passe ? Tu tournes plusieurs émissions en un mois, tu vois. Alors, pour en ceux fait, qui nous écoutent, les petits secrets de fabrication, on tourne évidemment en parallèle, parce que c'est pas logistiquement possible autrement. On tourne en parallèle pas mal d'épisodes. Parce que la voiture ancienne, ça implique, suivant les épisodes, des restaurations plus ou moins longues, des restaurations où évidemment on va avoir des inconnus, comme dans la vie, comme dans la vraie vie, quoi. Et surtout dans la voiture ancienne, une pièce qui n'arrive pas, un truc qui est pété, qui est introuvable, donc un chantier peut être bloqué plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Donc si tu tournes pas en parallèle, c'est impossible. En réalisation et tout ça, Alors moi non, parce que c'est vrai que j'ai la chance de
de pas être inquiet de nature, si tu veux. C'est pas un truc qui m'inquiète plus que ça. Donc, Je rigole parce qu'il est exactement pareil. Okay. Donc je me dis, on va se démerder, on va jongler. Donc le jonglage, j'aurais peut-être pu être clown dans un, je sais pas, bref. Enfin, je le suis un peu aussi, je crois. Mais non, donc voilà. Donc on est obligé évidemment de composer et d'improviser parce que la voiture ancienne, c'est forcément ça. Il n'y a pas le choix. Mais toi, tu suis tout le chantier, même en off oui, caméra. tout. C'est toi. Ouais. Ah Quel bah est oui, ton tout. rôle? Explique-nous en fait. Si tu veux, ton rôle en fait, moi, à la caméra et en dehors de la caméra là-dessus. Moi, j'ai le rôle de chef d'orchestre, D'accord. un petit peu. C'est-à-dire que je suis à la fois chef d'orchestre apparent et chef d'orchestre en off. C'est-à-dire que, évidemment, moi, je suis à la base, je suis le journaliste automobile historique de l'émission. Donc, j'ai le rôle de conseiller. présentateur. Non, mais plus que de présentateur, c'est de conseiller historique, etc. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivé, au départ, quand on m'a dit qu'il y a une émission qui est en cours de création sur la voiture ancienne, moi, j'avais pas forcément compris que c'était pour la présenter. Moi, au départ, ce qui m'intéressait, c'était de la faire. À la limite, on m'aurait dit, t'es rédacteur en chef et tu ne présentes pas, on va prendre un mec pour présenter. J'y allais quand même. Ah oui, t'étais oui, j'y allais quand même, bien sûr. Bon, là, évidemment, je fais un peu les deux, donc je vais pas en fait, moi, je fais. T'as le beurre et l'argent du beurre. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, le côté jouer le chef d'orchestre devant la caméra, c'est mon côté clown qui remonte et j'adore. Et j'accepte l'autodérision. Et heureusement, parce que si l'autodérision tuait, je serais mort et enterré depuis longtemps. Ouais. Mais voilà, c'est un rôle. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais du mal. Mon producteur me disait, mais voilà, parfois on va te faire passer un peu pour un couillon, etc. Mais tu vas voir, ça va te rendre éminemment sympathique. Mais ça, c'est les clés de la télévision. C'est les clés de la télé. Bon. C'est normal. Mais t'es sûr, parce que bon, passer pour un bouffon, si tu veux, c'est marrant 5 minutes, mais bon. Ce qui sont des et en fait, il a raison. Elle aussi totalement normale. Oui, non, mais en fait, effectivement, quand tu as un personnage qui, en fait, n'est pas. Le personnage que je joue n'est pas fondamentalement éloigné de ma vraie personnalité. Évidemment, dans la vraie vie, je suis pas non plus le même personnage que dans Vintage, mais. Voilà, je suis quelqu'un, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on perçoit dans Vintage qui sont le reflet de ma vraie personnalité et je l'assume totalement, pour le bon comme pour le mauvais. Et effectivement, ce rôle m'amuse beaucoup. C'est de la fiction, je le redis, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui croient que c'est du vrai, mais on est dans de la fiction, on n'est pas dans du reportage. Et nous, on est ton audience, hein. Vincent et moi, mais on a une audience très variée et ça c'est génial parce que moi ce qui me fait vraiment le plus plaisir, c'est que cette émission ratisse large, c'est-à-dire que évidemment le public central est masculin, mais moi j'ai des témoignages tout le temps. Nous on a 90% de filles. filles. Dans les salons. Ah ben je vais peut-être venir bosser avec vous les gars. T'exagères toujours, c'est 89. Et en fait, ce que j'adore... Toi, on est à 9 mecs sur 9 mecs sur 10. Bien sûr. Bah, et nous, peut-être pas, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'enfants et qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent. J'ai même parfois des nanas qui me disent, mais en fait, au départ, c'est mon mari qui regardait et maintenant, je regarde plus que lui. Donc, bah, écoute, c'est nickel. Marrant. Vas-y. Mais cela dit, il y a parmi, tu sais, ceux que tu fais travailler et qui restaurent des automobiles, tu as un couple. David et Céline. Absolument. C'est incroyable. Ouais. Écoute, nous, il y a évidemment, alors l'émission ayant un succès. C'est quoi d'ailleurs comme audience? Ça fait combien d'audience à peu près pour que les gens se rendent compte? C'est assez varié, mais sur les premières diffusions, on est souvent on est généralement au-dessus d'un demi-million de personnes, mais on a fait des pointes. Alors attention, parce qu'en télé aussi, on se fait souvent la confusion. Il y a ce qu'on appelle l'audience moyenne et il y a ce qu'on appelle les pointes. Moi, je parle d'audience moyenne. En audience moyenne, il y a des épisodes qui ont dépassé 750 000 téléspectateurs. Donc sur l'automobile. Sur l'automobile, sur une chaîne de la TNT. Voilà. Alors sans jouer les vedettes. C'est extraordinaire. On peut être content. Non, toi t'es trop modeste, mais pour le coup, c'est du niveau voire au-dessus des émissions généralistes auto sur des chaînes généralistes, soi-disant à plus forte audience. Oui, on a fait des scores équivalents, mais c'est difficile de comparer parce que Automoto et Turbo sont des émissions qui sont des émissions de reportage, c'est des magazines de reportage. Ouais. Nous, on est dans ce qu'on appelle le documentaire de fiction, de divertissement. J'ai pas peur du mot, au contraire, je l'assume totalement. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on regarde. Oui, c'est donc ça voilà, qui est génial. Comparer les chiffres de Turbo ou d'Automoto et de nous, oui, bien sûr qu'on a souvent eu des scores équivalents. Mais en fait, elles ne s'excluent pas. Mais on est complémentaires les uns des autres en fait. Exactement. On le sait très bien. Je veux dire, les gens qui regardent Automoto le dimanche matin, ensuite zappent sur Turbo parce que Turbo est juste après. Et comme parfois à la même heure, il y a des rediffs de Vintage ou de mes petits autres camarades. Plus il y a d'émissions de télé, et puis tout est gratuit à la en plus. Tout est gratuit en plus. Donc, mieux c'est. Je veux dire, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les budgets, pour tous les styles.
tant mieux. On n'a jamais été dans une époque autant autophobe qu'aujourd'hui. Et il n'y a jamais eu autant. Il n'y a jamais eu autant de médias télévisuels. Il y a vous, il y a nous, il y a la presse écrite, encore heureusement un peu. C'est génial, quoi. Tu sais, c'est un peu comme la cuisine. Mais il y avait la cuisine des mousquetaires de Maïté et rien d'autre. Et tout à coup, ça a explosé. L'édition que tu adores, il y a eu plein de livres de cuisine qui sont apparus au début des années 2000. C'est clair. Tout à coup, il y a eu Top Chef, machin, tout est reparti. Et maintenant, il y a Cyril Lignac, il y a tout le monde. Mais je pense qu'en fait, les gens, et c'est vrai que le parallèle avec les émissions de cuisine n'est pas idiot, je pense que les gens, aujourd'hui, et notamment après le Covid, les gens ont envie d'un retour au vrai et à faire soi-même. Les garagistes, enfin les marchands de pièces détachés d'automobiles, n'ont jamais autant vendu en VPC que pendant le Covid. Pourquoi ? Parce que pendant le Covid, les gens étaient enfermés chez eux. Ils ont bricolé. Alors certains ont bricolé leurs appartements, d'autres ont bricolé leurs bagnoles, etc. Et pour les émissions de télé en général, et nous inclus, évidemment, le Covid nous a ouvert, et on le sait parce qu'on a des témoignages tout le temps. Le Covid, il y a au moins un point positif dans cette période triste, c'est que des gens nous ont dit, mais comme on était bloqués à la maison, on a regardé la télé, ce qu'on ne faisait plus rarement, et ça devenait un vrai divertissement. On a découvert des émissions comme la vôtre, et donc on s'est créé une deuxième clientèle, parce que nous, Vintage a été mis à l'antenne en 2016, et effectivement, 2020, on a encore grimpé en audience parce que certains ont découvert l'émission qu'ils ne connaissaient pas avant. Tu vas nous dire si c'est une analyse un peu fausse, mais j'ai l'impression de mon côté que les gens regardent peut-être un peu moins la télé qu'avant, mais s'ouvrent beaucoup plus les chakras à aller découvrir des chaînes. Je pense. Qu'avant. Je pense, et puis il ne faut pas oublier un détail, c'est pour ça que les chiffres de première diffusion sont, à mon avis, de moins en moins importants, parce que les gens, et notamment les jeunes, consomment de plus en plus la télé à la carte, avec les box, avec les replays, avec les applications sur les téléphones. Donc on regarde la télé quand on a envie de la regarder. Les gens qui disent « Ah, c'est à 21h05, je serai à 21h05 devant mon poste », c'est mathématiquement et logiquement de moins en moins fréquent. Donc les chiffres de première diffusion sont, à mon avis, de moins en moins importants, parce que dans le futur, on sera dans une telle consommation aléatoire qu'en fait, c'est plus forcément ça le plus important. Mais moi, par contre, ce qui m'est très cher et très important, c'est quand je vois, et j'en vois beaucoup des petits gamins qui viennent me voir et qui me disent, tu vois, François, dans cette émission-là, j'ai regardé pourquoi Nicolas a fait comme ci, pourquoi Olivier a fait comme ça, pourquoi, voilà. Ça, c'est ce que j'aime, parce que ça prouve qu'on a quand même des mômes qui s'intéressent à ça. Et quand on a fait notamment notre émission, et on est en train d'en préparer une nouvelle dans des écoles de formation type Garac, quand tu arrives là-dedans et que tu as des ados qui sont en train de passer des BEP, des CAP, des bacs techniques, etc., et que les mômes, ils te regardent en te disant, mais c'est les mecs de Vintage Mécanique. Ouais, c'est super ça. Ben là, tu vois, c'est même pas une question d'ego. Et tu dis, putain, je fais quelque chose qui sert à quelque chose, quoi. Et ça répond à une question, à une inquiétude, surtout, tu vois, dans le milieu automobile au sens le plus large, avec les marques, avec les journalistes et tout ça. On se dit, mais est-ce que la génération des mecs de 15 ans, je suis rouge ou pas ? Non, je vais laisser passer. Non, on est au rouge. Attention au code de la route, hein. Attention, jeune homme. Parce que moi, je vais sortir le carnet à souche. Heureusement que t'es là. Vincent, il a un truc rigolo. Il dit quand on passe dans les radars, il dit tu souris, ça va passer tout seul. Oui, bien sûr. Puis là, on va passer devant un autre lieu historique pour moi, qui est l'école militaire, puisque j'ai fait mon service militaire, cher monsieur. Voilà. Et que je voulais absolument être au CIRPA, où j'ai passé une année passionnante. Qui était le ça s'appelle plus comme ça. Service de presse, en fait. La DICOT, je crois. Ça a peut-être même rechangé encore de nom depuis. Parce que j'ai fait mon service militaire il y a longtemps, mon petit gars. Et donc j'ai fait 1 an de service militaire ici. Et j'ai trouvé ça passionnant. Tu rentrais déjeuner chez toi, là. Évidemment. J'assume. Je rentrais déjeuner chez moi. Le service militaire de luxe. Enfin. C'est génial. Je me suis tapé 2 mois de classe dans un régiment d'artillerie dans l'Est de la France. C'était moins drôle. Ouais, bon, par -2, tu te dis. Oui, parce que je suis parti en décembre, évidemment, tant qu'à faire. Donc moi, je me suis... Non, ce que je voulais dire, tu sais, sur l'inquiétude, on parle souvent de est-ce que la génération des 15 ans, 20 ans aime autant l'automobile que... Mathématiquement, oui, moins. Mais par contre, ceux qui sont fans sont fans. J'en suis persuadé, je le vois tous les jours.
Bon, moi j'ai 2 garçons qui ont 20 et 23 ans. Malheureusement, ils ne sont passionnés ni l'un ni l'autre par l'automobile. Je les ai un peu comme ça, mais je ne les ai jamais forcés, je ne les forcerai jamais. C'est pas du tout pour, tu vois, parler de vie privée, mais qu'est-ce qui les intéresse? Ils s'intéressent à plein de choses passionnantes l'un et l'autre. L'un est en train de devenir journaliste sportif et l'autre est un artiste. Mais effectivement, les transports sont pas... voilà. Et c'est dingue parce que moi... Il te voit comment alors? Il dit, papa, il est... tu vois? Moi, ils me voient comme... ils ont compris que j'étais passionné par ce que je faisais, que j'y consacrais beaucoup de temps et que parfois je regrette de ne pas leur avoir consacré plus de temps. Mais comme ils sont maintenant tous les deux passionnés par leurs sujets respectifs, ils comprennent que quand on est passionné, c'est très prenant et que je crois sincèrement qu'être passionné par quelque chose, c'est tellement formidable que ça excuse peut-être bien des choses parce qu'on est dans un truc qui est prenant. Bon, voilà, ensuite, je ne veux pas juger, il y a des gens qui peuvent apprécier, pas apprécier, mais voilà. Et moi, je suis dans ce cas-là. C'est vrai que j'ai toujours été passionné par les transports au sens large, et c'est vrai que quand j'étais môme, j'étais passionné par l'aviation, par le ferroviaire, par tout ça. Et effectivement, débarquer sur RMC Découverte, pour moi, mais c'est magique. Je débarque sur la chaîne qui fait les plus beaux documentaires sur le ferroviaire, le maritime, l'aérien, etc. Et l'automobile, et qui devient la chaîne de l'automobile en France. Qu'est-ce que je peux demander de mieux? Et auquel tu contribues, parce que si tu vois, c'est quand même... Aujourd'hui, nous, on a la chance sur Vintage d'être la principale émission de la chaîne en termes d'audience sur l'automobile et la moto. Alors la moto, on en fait un petit peu aussi de temps en temps. Moi, ce que j'adore, c'est de ne pas faire que de l'automobile. L'automobile est le fil conducteur, bien évidemment, de l'émission. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on fait aussi un petit peu de moto, un petit peu de véhicules agricoles, un petit peu de véhicules militaires. Je ne peux pas donner tous les scoops pour la prochaine saison, mais vous n'allez pas être déçus parce qu'il y a 2-3 trucs. Je vais vous dire que vous allez être étonnés. Donc voilà. Et tu nous vois venir. Et je vous vois venir. Parce que c'est vraiment une sacrée soirée. Je vous vois venir, c'est une sacrée soirée, mon cher Jean-Pierre. Est-ce que je peux appeler un ami? Donc, ouais. Ce soir, on fête. Alors, il se trouve que le hasard, mais en plus, c'est voilà. Le hasard comme de par hasard. On s'est calé de faire aujourd'hui. Tiens, il y a mon téléphone qui sonne. Alors, je vais pas vous donner tout le bruit de la sonnette. Voilà. En fait, on avait calé qu'on ferait ce tournage ensemble ce soir. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier. Non, pas 12 janvier, 12 décembre. 12 décembre. Oui, je suis déjà un peu en avance. On est le 12 décembre et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est les 10 ans, jour pour jour, de la création d'RMC Découverte. Voilà. Donc les gars... Et tu nous ouvres les portes. Et je vais vous emmener... C'est toi qui choisis la destination. Je vais peut-être me faire engueuler parce que j'ai prévenu personne, mais bon. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. On dira rien. On va faire ça en douce. Dans les commentaires, pas un mot. On va pénétrer dans le parking. Dans les commentaires, vous dites rien. Rien au producteur. Ça va passer comme ça. Le producteur, il va... Christophe, excuse-moi Christophe. Pierre-Antoine, excuse-moi. Les gars, on ne vous connaît pas, mais on vous embrasse. Je vais vous emmener dans un endroit secret qui est les sous-sols de la boîte de production qui fait Vintage Mécanique. Auquel on peut rendre hommage, qui s'appelle Media One, qui produit aussi C'est à vous, et des émissions qui formidables. Fait plein de choses, de la fiction, on vous invitera à déjeuner pour vous remercier. Etc. Ouais, on vous invitera. Et C'est à vous, moi j'adore. Et d'ailleurs, on pourra raccorder avec ma veste, comme ça je pourrai vous expliquer pour la veste, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre dans l'immeuble qui a la même que moi, et je vais vous expliquer pourquoi. Ah, faut que tu expliques, ouais. Il s'appelle Pierre Lescure. C'est un petit gars qui commence dans le journalisme. Promis un bel avenir. Alors tu vas, là c'est juste là, tu vois, la voiture qui est là. L'entrée est là, donc je vais. Hop. Attends, bouge pas. Merci. Attends, voilà. Hop. Alors, est-ce que ça marche? Hop. Attends, ils m'ont déprogrammé ou quoi? Merde, je suis peut-être viré, je suis pas au courant. Non. Oh merde. Attends, je vais me stationner pour éviter que parce que Attends. les gens vont commencer à klaxonner sérieusement. Quand même. Oh, c'est génial qu'on soit là. Ouais. Donc là, on est chez toi. On est chez moi. Enfin, je ne suis qu'un. Il y a le petit prince qui est avec son renard qui nous accueille. Je ne suis qu'un grain de sable sur la plage. Oh, tu vois, c'est très poétique à côté du petit prince. Et on va passer 2 mètres, c'est génial. Voilà, on va être juste bon. Je pense que ça passe. En principe, c'est 2 mètres, ouais. Hop, voilà, donc là, il faut prendre à droite. À droite toute. Alors, c'est un peu serré, je suis désolé, il faut que tu prennes à droite toute parce qu'on va au dernier sous-sol. Hop.
Tu vois, ça se manœuvre hyper bien. Hop. À gauche, ouais, à gauche. Hop. Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. Alors, j'espère que la hauteur de plafond ne change pas, mais je pense pas, a priori. S'ils ont mis 2 mètres, c'est que c'est 2 mètres partout. Bah ouais. En logique, oui. Normalement, c'est des architectes, c'est des gens qui... C'est des gens a priori sérieux. Ah, c'est dans les deux sens? Ouais, c'est dans les deux sens. Ah ouais, d'accord. Enfin, il n'y a pas un... Il n'y a pas un chat. Il n'y a pas une circulation de dingo. Hein, donc, c'est pas le périphérique. Non. Oh, il y a des super bagnoles. Ouais, ça, c'est un boss. Ça. Oh la vache. Ouais. Le taxi anglais, il est tout au fond là-bas. C'est sympathique. Oh, tout est sympathique comme tout, là. Voilà. C'est génial. Donc là, il faut que tu prennes à gauche, à droite toute, pardon. À droite toute. Ok. Excuse-moi. Petit triomphe sympa. Oh ouais, attends, des scooters et tout, mais c'est super Et ici. donc le taxi, il est au fond. Oh, attends, quel anniversaire. On a le gâteau, on a tout, hein, t'inquiète pas. Là, d'ailleurs, je vais pouvoir le reculer s'il faut, le taxi, pour qu'on les... Alors, on va se mettre comment? On va se Comme mettre, tu veux. Ensuite, on se coordonne, enfin, on se coordonne. on fait comme vous voulez. Est-ce que je peux venir le poser à côté. Je vais mettre comme fait ça ce qu'on veut. qu'on va voir comment on fait. Oh, bon alors, Hop. Voilà, hop. On est bien, là. Mais on va être top. C'est On super. va être top. Ta mascotte. On est content de le présenter à notre ID Buzz. Un taxi. Regarde. Tu vois, chérie, ça c'est ton arrière-grand-mère. Voilà. Non mais c'est vrai. Ils ont une destinée. C'est deux véhicules qui sont exactement ça. Qui ont marqué l'imaginaire. Voilà. Et tu l'as choisi pour ça, forcément. Alors en fait, au départ, j'avais un taxi anglais qui n'était pas celui-là, qui était l'autre, le noir qu'on voit de temps en temps dans l'émission. Celui-là n'est pas noir, il est bleu marine, bleu foncé. Et en fait, souvent les gens ne font pas gaffe, mais dans la même émission, il y a souvent un coup le noir, un coup le bleu foncé, ils ne font pas forcément attention. Merci, Ah bon on l'apprend. Merci, tu vois, c'est... Et donc j'ai racheté celui-là parce que celui-là il est un peu plus récent. En fait, ils ont toutes la même. Les FX4 ont tous la même dégaine, mais celui-là est un peu plus récent. Il a un moteur un peu plus costaud et tout mieux que les premiers qui avaient un vieux moteur Austin. Là, c'est un moteur plus récent et c'est mieux. En fait, au départ, quand on a créé l'émission, moi j'ai proposé qu'on prenne ce véhicule-là pour être un peu la mascotte, pour 2 raisons différentes. La première, c'est que il faut être honnête, nos amis anglais ont quand même un peu tout inventé avant nous en matière d'émissions de télévision sur les voitures anciennes. Donc je trouvais que c'était un clin d'œil. C'est un hommage. C'est un hommage. Je trouvais ça que c'était un hommage. Et il y avait 2 autres qualités. La première, c'est que c'est une marque qui n'existe plus. Je voulais pas prendre un véhicule d'une marque existante pour qu'on me dise il est pro machin ou pro truc ou pro bidule. Et qui exclut d'autres. Voilà. Okay. Donc je me suis dit, si je prends un véhicule d'une marque qui n'existe plus, ça ne portera pas préjudice au fait qu'on va dire que je préfère telle marque ou telle marque. Voilà. Et en plus, ce qui me plaisait dans le taxi anglais, c'est le fait que c'est un véhicule qui a un look rétro, déjà, par définition, parce que c'est quand même. Cette carrosserie est sortie en 58, donc ça remonte à il y a un moment. Et que surtout, à l'arrière, on a énormément de place. Donc on peut faire vraiment salon à l'arrière. C'est comme Lady Buzz. Soit pour faire, alors ça aurait pu être Lady Buzz, mais bien sûr, un véhicule d'interview. Ouais. Mais moi, ça me permet aussi de charger des pièces détachées quand je vais sur les restaurations. Et quand j'arrive, je ressors, les gars, je suis allé chercher les pneus, chercher la boîte, je suis allé chercher le machin, j'ai cherché le truc. Donc en fait, ce véhicule a une triple utilisation. Et puis il y avait aussi un clin d'œil perso, parce qu'il y a 2 autres émissions de télévision en France qui ont utilisé un taxi anglais. Il y a eu une des émissions culinaires de Jean-Luc Petit-Renaud, où il se baladait en taxi anglais. Oui, c'est vrai. Et comme c'est quelqu'un pour qui j'ai aussi beaucoup d'affection, j'avais envie, voilà, je trouve que l'idée était sympa, le côté road movie et tout. Et pour ceux qui sont plus âgés comme moi, il y avait une émission, évidemment, et c'est là que vous allez comprendre le lien, il y a une émission qui pour moi a été l'émission culte de mon adolescence, qui était Les Enfants du Rock. Et dans Les Enfants du Rock, il y avait une des émissions qui composait Les Enfants du Rock, qui s'appelait Rockline, qui était faite par Bernard Lenoir, et où Bernard Lenoir, dans le générique, il y avait un taxi anglais. On le voyait régulièrement sortir dans Londres avec le taxi anglais pour aller interviewer Culture Club, Duran Duran et compagnie. Et ça m'a marqué, parce que cette émission culte est mon émission de cœur d'adolescent. Et cette émission a été créée par un certain Pierre Lescure. Et Pierre, qui travaille dans le même immeuble ici aussi, et qui est quelqu'un que j'adore. On l'adore tous. Voilà, oui, on l'adore tous. Pierre a le même blouson que moi, parce qu'on a aussi une passion pour un certain monsieur Claude Lelouch. Et j'ai eu la chance de faire un truc avec lui il y a 2 ans, peu après la mort de Jean-Paul Belmondo. On est retourné sur le circuit de Montlhéry en Ford Mustang.
un des lieux cultes d'une des scènes d'Un homme, une femme, et Claude n'était jamais retourné à Montlhéry. Donc on a fait un truc de dingue là-bas pendant une manifestation à Montlhéry. C'est un moment que j'oublierai jamais. On a fait 1 minute de silence pour Jean-Paul Belmondo, qui est quelqu'un qui, je crois, a marqué tout le monde. Et c'était un moment d'intense émotion pendant quelques instants. Et du coup, quand il y a eu quelques exemplaires de ce blouson qui ont été faits, Claude m'a très très gentiment autorisé à avoir la broderie derrière des films 13 évidemment. Et moi, voilà, bon, pour moi, c'est un truc très très fort sentimentalement. Et Pierre Lescure a exactement le même. Ah non, mais c'est extra. Merci de partager. Et Pierre, j'espère, viendra un de ces jours dans Vintage, bien évidemment. Peut-être qu'il viendra aussi chez nous. On j'espère. C'est les 10 ans de RMC Découverte. Toi, t'as pas tout à fait 10 ans, mais pas loin. Ouais, j'en ai fait déjà les 2 tiers, mine de rien. Ouais, ça passe vite. Hein. Quel a été ton plus beau souvenir de toutes ces années sur RMC Découverte? C'est compliqué. C'est compliqué parce que on a quasiment la soirée de ce soir, quoi, déjà, la soirée. Merci Cédric. La soirée de ce soir, voilà. Non, ensuite, c'est plein de rencontres avec plein de gens. C'est évidemment, on va tourner bientôt le 100e épisode déjà. Donc évidemment, sur la centaine d'épisodes, il y a forcément des moments marquants, bien sûr. Peut-être que l'épisode qui m'a le plus marqué, mais c'est pour des raisons perso et sentimentales, c'est l'épisode sur la barquette Bouveau, parce que j'ai eu la chance de connaître le père, le fils, la petite fille. C'est une histoire géniale. Je suis très heureux d'avoir pu médiatiser, grâce à l'outil télévision, cette voiture et surtout ce personnage. Il faut aller regarder Paul Bouveau, à quoi ça ressemble. Qui est un designer, un sculpteur, un peintre, un mec génial, qui a une histoire pas possible, et qui, comme beaucoup de designers, enfin on appelait ça à l'époque des stylistes, comme beaucoup de stylistes, n'étaient pas mis en avant. Aujourd'hui, les designers sont des stars, voilà, et c'est normal d'ailleurs. Mais à l'époque, les designers étaient des gens presque secrets, presque cachés. Dans l'ombre. Et donc, c'est assez récent. Et donc, lui, il fait partie de cette génération d'hommes qui a dessiné des trucs formidables, mais qui est inconnu du grand public. Et donc, on a pu rendre hommage à cet homme que moi, j'ai eu la chance de rencontrer quand j'ai écrit mon premier bouquin en 94, qui avait l'âge d'être largement mon père. Il a presque pu être mon grand-père. Mais c'était, voilà, quand j'ai rencontré cet homme, j'ai passé... ça a été une révélation, quoi. Quel artiste extraordinaire. Et c'était ma manière, 30 ans après, de lui rendre hommage. Ensuite, je sais pas, il y a eu d'autres séquences. J'ai mes tout premiers débuts, on n'en a pas parlé, mes tout premiers débuts à la télévision. J'étais un petit assistant de réalisation dans Lunettes Noires pour Nuit Blanche chez Thierry Ardisson. Et donc, il y a quelques mois, j'ai pu inviter Thierry Ardisson à être le people dans Vintage Mécanique. Donc, 30 ans après, c'est lui qui vient dans l'émission dont je m'occupe moi. Et puis c'est un mec aussi, alors qu'on peut aimer ou détester, mais c'est un mec... c'est un monument de la télé. C'est un monument. Bon, donc pour moi, petit assistant de réa, j'étais à la fac, j'avais 22 ans. 30 ans après, ou même plus, 40 ans après, il vient dans mon émission et on parle bagnole et on remonte dans cette 404 cabriolet qui a servi pour le générique de cette émission à la fin des années 80, que j'ai poussé parce qu'elle était quelque part, tu vois, c'est un truc, c'est génial, c'est un truc canon. Il faut croire en cette faire venir Dominique Chapat, qui est celui qui m'a mis le pied à l'étrier pour des émissions de bagnole. C'est normal, c'est une manière de remercier et de rendre hommage. Donc voilà, c'est des choses qui se réalisent. Ou quand je me souviens, j'ai emmené Michel Drucker dans la SM de Pompidou, c'est des moments canons. Ou Claude Lelouch à travers Paris, effectivement, en Jeep. C'est des moments, si tu veux, que j'oublierai pas. C'est marquant parce que tu as la chance d'avoir à côté de toi. Alors moi, je suis pas du tout dans l'esprit groupie. Je ne suis pas là en transe parce que j'ai reçu Michel Drucker. Mais c'est des monuments, tous ces gens-là. Oui, tu vis des instants extraordinaires. Donc c'est extraordinaire de partager des choses avec des gens, et j'espère qu'un jour Pierre Lescure viendra. C'est des gens qui, pour moi, sont très marquants dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire de la télé, dans l'histoire du cinéma ou de la musique, qui sont des choses qui m'ont marqué, qui m'ont imprégné. Et j'espère... Et qui font la vie et les souvenirs voilà, de tous. Et c'est un tout. C'est vrai que les gens qui aiment... Voilà, c'est des liens évidents. Les gens qui aiment les voitures anciennes sont souvent des gens qui aiment la bonne bouffe, qui aiment la bonne musique, qui aiment le cinéma. C'est logique. Et qui font la fête. Voilà. Comme nous tous. Ouais, voilà. Et on vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année.
Oui. C'était un cadeau commun. Merci à toi pour le cadeau, ta présence pour cette. Vous aussi, les gars. On est le 25 décembre, les gars. Voilà. Émission de Noël. Ouais. Et en plus, première en nuit. Alors, je vais pas me déguiser en Père Noël, mais le Mais cœur il y a quand même du gâteau à bouffer, non? Parce que moi, j'ai faim avec vos histoires, quand même. Joyeux anniversaire. Joyeux Oh là là. C'est trop bon, ça, les gars. C'est trop bon. Joyeux Merveilleux. anniversaire. François Alain, c'est découvert. Joyeux anniversaire. Mais Voilà. si je n'avais que 10 ans, hein. Tu vois, toute l'équipe est là. On est vraiment très heureux pour toi. Mais il faut les Écoute, souffler maintenant. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter comme vœu pour les 10 prochaines années? Alors moi, si je n'avais que 10 ans, je serais très heureux. Malheureusement, j'ai quand même beaucoup plus. Mais en tout cas, joyeux anniversaire à ma chaîne de cœur, RMC Découverte. Allez, bravo.